Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35. Agnès Pannier-Runacher est avec nous. Je la remercie, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de venir parler notamment du sujet majeur qui préoccupe les Français, la canicule. Alors, canicule, on a connu dans le passé, mais maintenant les canicules sont à répétition. Hier soir, cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur. Vous avez dit, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 84 départements qui sont en vigilance orange. Alors, quelles ont été les grandes décisions prises hier soir ? Alors, c'est pas des décisions parce que ça fait 12 jours que nous sommes dans cette vague de chaleur et ça fait 12 jours que nous agissons parce que nous avons des plans qui sont prêts. Vous savez que j'ai présenté en mars le plan national d'adaptation au changement climatique et dans ce plan, il y a un certain nombre de mesures pour préparer justement ces types d'épisodes, certes qui sont inédits aujourd'hui, mais qui vont se répéter dans les années qui viennent. C'est-à-dire, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et c'est pour ça que nous nous préparons. Très concrètement, c'est un décret qui est sorti le 17 mai dernier et qui organise la manière dont les travailleurs et les employeurs doivent prendre des mesures dans les périodes de canicule. C'est-à-dire qu'on ajoute encore des réglementations. Non, c'est pas des réglementations. Ah bon. Vous savez, l'écologie, c'est avant tout protéger les gens. C'est protéger les Françaises et les Français. C'est protéger les gens contre les conséquences sanitaires, par exemple, d'une vague de chaleur. C'est plusieurs milliers de morts, chaque vague de chaleur. Donc, par rapport à des oppositions qui nient le climat, le dérèglement climatique et qui surtout nous disent mettez le pied sur le frein de l'écologie, nous agissons parce que moi, je veux pas qu'on prenne le mur climatique et c'est ce qu'on ferait si on n'agissait pas. Donc, organiser le travail, faire en sorte que les personnes fragiles par rapport à la chaleur soient tout de suite repérées, faire en sorte que les horaires de travail soient déplacés de manière à pouvoir faire la partie des travaux les plus importantes autant que possible au moment où il fait le plus frais. Ce genre de mesures, vous allez me dire, c'est du bon sens, mais parfois le bon sens, il faut le redire aux employeurs pour pas qu'ils mettent en danger leurs travailleurs, et c'est ce que nous avons fait. C'est aussi la nationale que j'ai annoncé le 5 juin dernier avec mon collègue Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. C'est aussi tout le travail que nous menons sur les îlots de chaleur. Aujourd'hui, 44 millions de Français sont dans des communes dont on est capable de dire où sont les endroits où il y a des îlots de chaleur. Alors, c'est quoi un îlot de chaleur ? C'est un endroit où il fait 4 degrés, 5 degrés de plus que la température mesurée. C'est-à-dire que la température mesurée va être à 38 degrés à l'extérieur dans les jours qui viennent. Et chez vous, il fait 42 degrés. C'est insupportable. Et là aussi, c'est un outil pour que les collectivités locales, les maires, très concrètement, agissent, mettent à l'abri les personnes, mettent les personnes âgées, par exemple, dans des zones qui sont rafraîchies, qui sont climatisées, parce que, encore une fois, ce qui est au cœur du sujet, c'est un sujet de santé publique. Bien, avec des écoles qui vont fermer 200, mais 200 sur plusieurs milliers. 245 000 écoles, c'est vraiment rien du tout. Oui, 200 écoles, il y aura des mesures, vous l'avez dit, prises par... La géothermie, tiens, ça pourrait être... Ça rafraîchit les logements, la géothermie. La géothermie, c'est une très bonne solution. C'est une solution d'énergie renouvelable, pilotable, qui nécessite des investissements élevés au démarrage, mais qui est très compétitive en prix et surtout qui chauffe et qui rafraîchit. C'est exactement ce dont on a besoin dans les années qui viennent et c'est pour ça que j'ai lancé, moi, il y a 2 ans, un plan français sur la géothermie pour accélérer le déploiement de la géothermie en France. Bien, le surtourisme, pas très bon pour... pour l'environnement, surtout quand il fait très chaud. Le surtourisme, ça fait... Je vous parle du surtourisme parce que partout en Europe, maintenant, on prend des mesures contre le surtourisme. En France, pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. C'est pas tout à fait juste, Jean-Jacques Bourdin, puisque vous avez une charte qui a été signée par un certain nombre d'élus du littoral, de stations balnéaires, justement pour prendre des mesures pour réguler le tourisme. J'ai vu des maires qui se plaignaient, maire de La Baule, maire de Biarritz. Oui, et c'est eux qui prennent les mesures, et c'est très bien comme ça. Pourquoi c'est important ? Parce que pour les touristes,
comme pour les habitants, avoir une régulation du tourisme, c'est-à-dire avoir un nombre de touristes qui soit suffisamment nombreux pour faire vivre l'économie, mais suffisamment faible pour éviter toutes les dérives du surtourisme. Effectivement, l'impression d'être débordé par la fréquentation, les mauvaises conditions de visite, c'est important. Et nous allons avoir des saisons qui vont être plus longues dans les années qui viennent. Ça, c'est aussi un élément du dérèglement climatique. Faire en sorte d'avoir une plus grande régularité de visite avec moins de touristes au même moment, c'est évidemment une bonne mesure. Alors évidemment, qui dit chaleur dit sécheresse. Ça aussi, c'est une forte inquiétude pour tout le monde, et notamment pour les agriculteurs. Sécheresse. Ce matin, j'avais un producteur de vin qui me disait « Mais je ne comprends pas, il y a des milliards de mètres cubes d'eau qui se déverse du Rhône dans la mer, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser cette eau pour irriguer. Non seulement ça existe sur les bords du Rhône, mais ça pourrait exister en tout le sud de la France. Alors, il y a peut-être des grands travaux à engager. D'abord, là encore, on n'a pas attendu pour engager un certain nombre d'infrastructures qui permettent de mieux réguler l'eau. Mais attention à ce qu'on raconte. Prélever comme ça de l'eau dans un fleuve en pensant que ça va permettre d'irriguer partout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à tous les coups parce que ça dérègle le système. Jouer aux petits chimistes en disant avec des ouvrages d'art, je vais récupérer de l'eau et je vais bloquer l'aval, le risque qu'on a, c'est de rendre la situation pire, c'est-à-dire d'assécher encore plus la situation. Et c'est pour ça que ce que nous faisons, c'est des ouvrages dont on est certain qui permettent de prélever le trop-plein d'eau que nous allons avoir l'hiver. Parce qu'un des effets du dérèglement climatique, pour le faire caricaturalement, c'est trop d'eau l'hiver, des inondations, des précipitations. Et de la sécheresse l'été. Et la sécheresse l'été. Donc prélever ce trop d'eau l'hiver et le restituer l'été. Donc stocker l'eau. Mais aussi stocker l'eau de manière naturelle. Les zones humides, contrairement à ce qu'on raconte, contrairement à ce que le Rassemblement national raconte, contrairement d'ailleurs à ce que une certaine droite raconte, c'est la meilleure protection pour les agriculteurs et pour les Françaises et les Français pour stocker l'eau. Parce que les zones humides, naturellement, stockent l'eau l'hiver et la restituent l'été. Et ça, c'est essentiel si on veut lutter contre le dérèglement climatique. Donc il faut être sérieux en la matière. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, comme je l'entends beaucoup à droite et à l'extrême droite. Bon, moi j'aime beaucoup qu'on parle de l'eau, parce que l'eau, c'est essentiel, on le sait. La loi Duplon arrive en commission mixte paritaire aujourd'hui, cette loi du nom d'un sénateur qui s'appelle Duplon. Que dit-elle? Elle veut réintroduire un néonicotinoïde, je vais y revenir, mais elle veut aussi faciliter le stockage de l'eau. Alors comment, d'abord, est-ce que vous êtes favorable à la facilitation du stockage de l'eau? Alors, je vais être très clair, j'ai contribué à réécrire cette loi pour que la mesure qui est prévue dans cette proposition de loi soit, je dirais, favorable à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire pas d'accaparement de l'eau, parce que c'était un des risques de la mesure initiale. Là, quand on fait des mesures de stockage, elles ne dérèglent pas le cycle de l'eau, donc elles ne créent pas de nouvelles sécheresses, et deux, c'est de l'eau qu'on partage, c'est pas de l'eau qui est réservée à tel ou tel propriétaire privé. C'est-à-dire, expliquez-nous, comment d'abord stocker? Avec des méga-bassines? Comment stocker de l'eau? Comment mieux stocker l'eau en France? Vous avez plusieurs façons de le faire. Oui. Je l'ai dit, il y a les solutions dites fondées sur la nature, c'est-à-dire recréer une zone humide, c'est une façon de stocker de l'eau. Ça, c'est important. Deuxième chose, vous pouvez effectivement récupérer l'eau de pluie, et en particulier l'eau de pluie l'hiver, et réellement la récupérer et pas la laisser dévaler, ravager les champs pour aller jusqu'à la mer. Parce que ça, c'est vraiment perdant-perdant. La troisième chose, c'est effectivement créer des réserves, des stockages, mais qui ne vont pas nécessairement prélever dans les nappes phréatiques ou dans les nappes profondes, parce que le risque, c'est de dérégler le système et de créer de nouvelles sécheresses. Donc vous êtes favorable au stockage de l'eau? Donc moi je suis favorable à la manière dont c'est écrit aujourd'hui dans le texte qui a été présenté, voté au Sénat. Dans ce texte, il y a l'agrandissement des élévages intensifs. Alors c'est pas tout à fait exact. Il y a fait non, parce que là aussi on raconte beaucoup de choses. C'est une façon, c'est un allègement
des procédures entre autorisation, enregistrement et déclaration des élevages. Mais je veux être très claire pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas la porte ouverte à la ferme des 1000 vaches. Simplement, il y a des situations où plutôt que d'être en enregistrement, en déclaration, on est en enregistrement. Vous voyez, c'est technique et c'est en fait éviter de confondre écologie avec bureaucratie. Et ça, je l'assume totalement comme ministre de l'écologie. Et la réintroduction d'un néonicotinoïde qui s'appelle l'acétamipride, qui est utile pour les producteurs de betteraves et de noisettes. En France, et qui est utilisé partout ailleurs en Europe. Vous êtes pour ou contre ? Non, moi je suis contre, je l'ai dit à plusieurs... Vous vous y opposez toujours ? Je m'y oppose pour des raisons qui sont fondées, c'est-à-dire, vous le savez, la France avait interdit dans un texte qui a été voté en 2016 le recours à 5 molécules qui sont des néonicotinoïdes ou assimilés. La Commission européenne en a déjà interdit 3. Elle a mis la 4e en restriction forte d'usage. La seule qui reste aujourd'hui, c'est l'acétamipride. Et nous avons des études qui montrent que cette molécule n'est pas anodine. Ça fait plusieurs années que nous avons commencé à développer et à investir dans des alternatives. Je trouve contre-productif, alors qu'on voit à peu près dans quelle direction va aller la Commission européenne dans les années à venir, d'interdire, de réautoriser cette molécule comme si elle était anodine, ce qui n'est pas le cas, pour ralentir tout le travail qu'on a fait pour déployer de nouvelles alternatives à cette molécule. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne décision. Maintenant, le Parlement est souverain et le texte tel qu'il est présenté a mis des verrous à cette réintroduction. C'est pas une réintroduction, on en mettrait partout. C'est dans des conditions très encadrées et donc je pense que vous acceptez dans des conditions très encadrées. Non, mais moi encore une fois, je pense qu'il faut pas le faire, mais je note que le Parlement a quand même pris en compte les éléments que j'ai pu apporter sur les risques de cette réintroduction en encadrant fortement cette réintroduction. Alors on attend d'ici 15 jours les mesures François Bayrou sur les économies à faire, 40 milliards d'euros, les fameux 40 milliards d'euros. D'abord, est-ce que votre budget sera touché ? Est-ce qu'il y aura des réductions dans le domaine de l'environnement ? Non mais Jean-Jacques Bourdin, tous les budgets, tous les ministères sont mis à contribution. On n'est pas dans un monde des bisounours, c'est normal. Moi ce que je souhaite, et ce que je dis, c'est que la dette financière n'efface pas la dette écologique. Aujourd'hui, on le voit, nous sommes face à une vague de canicule. Tout le monde me dit, mais il faut absolument rénover thermiquement les écoles, les bâtiments publics, les EHPAD. Bien sûr. Mais du coup, il faut investir. Et donc, il faut mettre les économies là où on en a vraiment besoin. Et il faut maintenir les budgets là où on en a vraiment besoin. Lorsqu'on fait ces rénovations thermiques... Et votre budget sera maintenu ? Et moi, je souhaite que mon budget soit maintenu, en particulier sur les politiques les plus importantes, celle d'adaptation au changement climatique en particulier, celle aussi qui nous permet de lutter contre le dérèglement climatique, c'est-à-dire en faveur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle du bonus pour les voitures, c'est une mesure concrète pour les Françaises et les Français et pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je vous dis ça parce que les responsables politiques s'intéressent, semble-t-il, un peu moins à la protection de l'environnement. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas que les responsables politiques, mais même les citoyens. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui se plaignent de la situation face à la canicule, qui il y a 3 semaines votaient des choses absurdes à l'Assemblée nationale et nous disaient mettez le pied sur le frein de l'écologie. Mais l'écologie, je le redis, c'est la protection des Françaises et des Français, la protection contre les catastrophes climatiques. C'est le fait de leur permettre de se chauffer à bon compte, de se refroidir à bon compte, sans être dépendants des énergies fossiles qui sont à l'autre bout du monde. Se chauffer ou se refroidir à bon compte, ça coûte cher toujours. On va en parler, Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que vous pensez sincèrement que lorsqu'on se chauffe au pétrole et au gaz et qu'il y a une guerre au Moyen-Orient, on se chauffe ou on se refroidit à bon compte ? Non. Et donc, quand on a la chance d'être la France, de produire du nucléaire, de produire du renouvelable, de le faire à un coût raisonnablement compétitif, est-ce qu'on ne doit pas continuer ? Moi, je pense que oui, et je pense que c'est absurde de s'empêcher de développer du nucléaire et de développer du nucléaire. Je vais y revenir sur le coût de l'électricité, le coût du gaz. Je vais y revenir, Agnès Pannier-Runacher, mais il y a des économies à trouver. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait. Alors, j'ai 2-3 questions quand même sur la simplification, parce qu'on nous parle beaucoup de simplification. Ben, pour l'instant, je ne vois
vois pas grand-chose venir. Je voulais simplement vous demander à quoi sert le secrétariat à la planification écologique du gouvernement? À quoi ça sert? Le secrétaire général à la planification écologique, son travail, c'est de piloter la mise en œuvre de toutes nos politiques écologiques de manière interministérielle. Je m'explique. Il n'y a pas que le ministère de la Transition écologique qui fait des politiques écologiques. Dans les transports, vous avez besoin de décarboner le transport. C'est le transport maritime, c'est le transport aérien, c'est le transport routier. C'est des mesures que vous devez piloter en interministériel. Lorsque vous êtes à Bercy, il faut que la fiscalité, elle soit adaptée à la transition écologique. Je donne un exemple. Il est absurde de taxer plus les énergies décarbonées, l'électricité, que les énergies carbonées, le gaz. Or, aujourd'hui, en France, un Français paye 2 fois plus de taxes sur l'électricité que sur le gaz. L'électricité, c'est fait en France avec des entreprises françaises et des employés français. Le gaz, c'est importé depuis les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Algérie ou la Russie, et ce n'est donc pas fait avec ou avec assez peu d'employés français. Donc vous le voyez, des mesures écologiques, il y en a dans tous les portefeuilles, et avoir une vigie qui s'occupe de cette mise en œuvre et qui s'occupe aussi de la territorialisation avec les maires, c'est important. Agnès Pannier-Runacher, je vais revenir sur les taxes, parce que de plus en plus de taxes, vous disiez, mais oui, les Français vont payer de plus en plus de taxes, et notamment sur l'électricité. Je vais y revenir. C'est une rumeur urbaine, c'est absolument faux. Mais bien sûr que c'est faux. La TVA va passer de 5,5 à 20 ou pas? Mais attendez. Sur l'électricité? Mais la TVA est à 20% aujourd'hui. Elle est à 20% aujourd'hui. Oui, donc elle ne va pas augmenter. Est-ce que les taxes sur l'électricité vont augmenter ou pas? Mais monsieur Bourdin, nous, les taxes sur l'électricité, elles ont vocation à baisser, je viens de vous le dire, typiquement parce qu'il est... Les taxes vont baisser. Alors, c'est une décision qui sera prise par le Parlement. Mais moi, je le redis. Vous le souhaitez. Moi, je le redis. Il est absurde de taxer plus le gaz que l'électricité. L'électricité, c'est de la richesse française, c'est de l'emploi français, et c'est une ressource soyons française. Concrets. Le 1er août, est-ce que le prix d'électricité va augmenter, oui ou non? Non, et ça avait été annoncé. Il va baisser de 3%. Le 1er août, le prix de l'électricité ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne baisse pas, il n'augmente pas. Non, il ne bouge pas. Et ça avait été annoncé il y a 6 mois par rapport à tous ceux qui nous expliquent que le prix de l'électricité... sur l'abonnement... Oui, allez-y, finissez. Jusqu'au bout. Au 1er février, nous avons baissé le prix de l'électricité de 15%. Oui. C'est le résultat d'une politique que j'ai menée quand j'étais ministre de la Transition énergétique pour produire plus d'électricité en France et faire baisser les prix. C'est le résultat des actions du gouvernement, parce que certains au Rassemblement national s'en prévalent. Non, 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 c'est pas eux qui l'ont fait, c'est nous. Ce sont les mêmes qui nous ont expliqué l'année dernière que le prix allait augmenter. Ils nous ont dit que le prix allait augmenter en août. C'est faux, il n'augmente pas. Et donc, j'en ai assez d'entendre des prophètes de malheur expliquer que le prix de l'électricité va augmenter. Donc, il n'augmentera pas au mois d'août. Il n'augmentera pas au mois d'août. Est-ce que l'abonnement, la TVA sur l'abonnement va augmenter ? La TVA sur l'abonnement, la décision a déjà été prise. Elle va augmenter ? Mais la TVA sur l'abonnement, elle est déjà à 20%. Voilà. Donc, d'accord. Elle est passée de 5,5 à 20. On se demande pourquoi. Mais, oui. Oui, mais attendez. Elle est passée l'année dernière, donc ne mélangeons pas tout, Jean-Jacques Bourdin. Vous annoncez une pseudo-hausse alors que l'électricité, je le redis pour ceux qui nous écoutent, n'augmentera pas. Elle n'augmentera pas. Elle n'augmentera pas au 1er août. Et dans les mois qui suivent ? L'année prochaine ? Et dans les mois qui suivent, ça dépendra effectivement de nos capacités de production, mais vous savez, mais comme nous produisons beaucoup. Et nous produisons beaucoup. Même trop. Mais non. Ça fait baisser les prix, Jean-Jacques Bourdin. Arrêtons de dire que nous produisons les prix, trop. Puisque vous parlez des prix, c'est une richesse. Comment cette expliquer ? Oui, c'est une richesse pour la France, on est d'accord. Mais alors comment expliquer que nous ayons un prix d'électricité moyen en Europe ? Quand je compare avec les autres pays d'Europe, on est moyen. Parce qu'on taxe plus, c'est assez simple. Parce qu'on taxe trop ? Parce qu'on taxe plus. Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'en France, on taxe trop ? Jean-Jacques Bourdin, je le redis très simplement. Lorsqu'on taxe l'électricité, 36 € du mégawattheure, c'est le niveau de l'assise électricité auquel on applique en plus une TVA à 20%. Et lorsqu'on taxe le gaz à 18 € du mégawattheure, sur lequel on applique une taxe de 20%, il y a
un problème. Comment se fait-il qu'on taxe une importation d'un produit qui est mauvais pour le climat et qui coûte cher, moins qu'un produit que nous produisons en France et qui est bon pour le climat? Expliquez-moi. Et le Sénat, d'ailleurs, l'avait constaté et avait proposé déjà l'année dernière de baisser la taxation sur l'électricité. Bon, donc pour les mois qui viennent ou l'année prochaine, vous ne savez pas trop quelle sera... Mais vous savez comme moi que le budget n'est pas encore arrêté. On est au mois de juin et nous allons avoir un projet de loi pour le mois d'octobre. Et on attend la PPE. La PPE, le décret quand ? Alors le décret, Marc Ferracci, mon collègue de l'énergie et moi-même, nous souhaitons qu'il soit pris avant la fin de l'été. Pourquoi ? Parce que si ce décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie n'est pas pris, nous ne pouvons ni faire le nouveau programme de nucléaire, ni faire les programmes en matière de renouvelables. Et je rappelle ici que pas de nucléaire, pas de renouvelable, ça fera augmenter la facture de l'électricité. Donc c'est irresponsable de la part des partis politiques qui aujourd'hui ne sont pas sérieux et au Parlement ont bloqué ce texte et voté contre l'intérêt des Françaises et des Français. Donc, nous pas avons de besoin. Statu quo. Pas de statu quo. Nous avons besoin d'un programme sur le nouveau nucléaire. Nous avons besoin de continuer à développer des énergies renouvelables, dont je dis ici qu'une grande partie d'entre elles sont très compétitives, parce que là aussi on raconte tout et n'importe quoi. Les éoliennes marines, ça produit de l'électricité moins chère que le nucléaire historique. Et donc ça fait baisser la facture. Ce n'est pas le cas de toutes les énergies renouvelables, mais il y a des énergies renouvelables qui font baisser la facture des Françaises et des Français, et nous voulons les développer. Et vous souhaitez freiner le développement des éoliennes sur Terre ? Alors, sur les éoliennes terrestres, première question, la question du prix. Le prix des éoliennes terrestres, le coût des éoliennes terrestres aujourd'hui est plutôt plus compétitif que ce qu'est le coût du futur nucléaire. Ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, ça dépend des régions. Moi, je suis élue du Pas-de-Calais, j'habite dans le Pas-de-Calais. Dans les Hauts-de-France, on a fait deux fois ce qui était notre objectif pour 2030. On peut maintenant temporiser. On n'a pas besoin de mettre des éoliennes en plus. Sur l'installation. Dans d'autres territoires, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous demandez un moratoire sur l'installation d'éoliennes terrestres dans certaines régions ? Je ne demande pas un moratoire. Je pense qu'il appartient aux présidents de région, et c'est d'ailleurs leur mission, de faire leur propre programmation pluriannuelle de l'énergie. Elles y ont d'ailleurs, elles l'ont démarré, et de produire les énergies renouvelables dans les quantités dont elles ont besoin. Et donc, dans certains territoires, on peut mettre effectivement le pied sur le frein des éoliennes parce qu'on en a beaucoup. C'est le cas des Hauts-de-France. Dans d'autres territoires, et vous avez beaucoup d'élus qui souhaitent faire des éoliennes, je le redis ici, moi quand j'étais ministre de l'énergie, je recevais plus de courriers de la part d'élus qui me disaient pourquoi mon projet est bloqué que de courriers d'élus qui me demandaient de bloquer des projets d'éoliennes terrestres. Donc dans d'autres territoires, il faut faire plus d'éoliennes terrestres. Ça dépend. On a plusieurs technologies en matière d'énergie renouvelable. Vous avez de l'hydraulique, vous avez de la géothermie, vous l'avez dit, vous avez des éoliennes terrestres, des éoliennes marines, du photovoltaïque, et en fait c'est assez simple, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Un mot pour terminer sur... ça vous concerne aussi, ça concerne l'environnement, c'est la cigarette interdite sur les plages, dans les parcs, aux abords des bibliothèques et écoles. Vous souhaitez qu'on étende encore un peu plus l'interdiction ou pas ? Je ne sais pas moi, à la terrasse des cafés par exemple ? Écoutez, moi je suis une ancienne fumeuse, donc je sais ce que c'est que la petite cigarette qui permet de passer à autre chose. Donc je pense qu'il faut être soucieux de la liberté de chacun. Néanmoins, sur les plages, c'est une bonne décision. Vous n'imaginez pas la pollution sur les plages, des mégots auxquels nous faisons face. Nous nettoyons des plages, il y a des milliards de mégots, c'est vraiment insupportable. C'est une pollution qui abîme tout, qui abîme y compris la qualité des eaux, les gamins qui trouvent des cigarettes dans la plage. C'est pas une bonne idée, donc je pense que c'est une bonne décision sur les terrasses, vous n'avez pas d'avis?
sur les terrasses, il y a des cendriers d'abord sur les terrasses. Oui. Lorsqu'on est à l'air libre, c'est pas tout à fait la même chose. Mais lutter contre la pollution des cigarettes, c'est pas négligeable. Et vous savez qu'on jette des milliards de tonnes de plastique dans la mer. C'est une pollution très dangereuse et qui est en train d'avoir un impact sur notre santé qui n'est pas du tout négligeable. Et là encore, qu'on sous-estime totalement. Or, dans la cigarette, il y a du plastique. Et il y a aussi beaucoup de produits qui sont très dangereux pour les fonds, enfin, pour les eaux. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue nous voir ce matin. Jean-François Kelly, juste après les infos de 9h.